Yo, salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle vidéo, un petit concept que je voulais faire durant cette période un petit peu horrifique et un petit peu paranormale, disons-le, oui, la fameuse période d'Halloween. Vous êtes aujourd'hui normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 31, le jour d'Halloween. Alors, pour fêter ça, autant raconter des petites histoires, plus principalement 4. Alors à la base c'était censé être une vidéo par jour pendant cette dernière semaine d'Halloween avec une histoire horrifique par jour, ce qui en faisait 7. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire les 3 dernières, du coup je vous fais les 4 en une seule vidéo. Du coup cette vidéo va probablement être un petit peu longue, mais forcément elle va être probablement un petit peu flippante. D'ailleurs la majorité des histoires sont parfois des histoires vraies, parfois des légendes urbaines ou parfois, certains rapports douteux. Bon, d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai des LED, donc niveau lumière, on va être beaucoup mieux. Bon, je pense que honnêtement, la chemise rouge, c'est un petit peu nul, donc on va changer. Voilà, là, on est beaucoup mieux. Allez, c'est parti pour la première histoire, une dispute démoniaque. L'histoire commence le 21 septembre 1952 à Leifling en Bavière. Une petite fille du nom de Anneliese Mitchell naît. Cette fille mena une vie normale caractérisée par une grande piété. La piété est le fait d'être dévouée à Dieu. En 1968, soit à l'âge de 16 ans, Anneliese commence à trembler violemment et à ne plus contrôler son corps. Lors de ces crises, elle perd sa voix et ne peut appeler ses parents à l'aide. Un neurologue va lui diagnostiquer qu'elle fait des crises d'épilepsie et du coup, elle va à l'hôpital, va subir un traitement standard, bref, tout va bien. Ou pas. Après ses premières attaques, elle commence à avoir des visages démoniaques et les appelle Fratzen. Et vu qu'elle est pris tous les jours, les visages lui font des petites grimaces. Et comme si ce n'était pas assez, elle entend aussi des voix. Les médecins ne pouvaient pas l'aider. Et en 1973, elle a donc 21 ans. Ses parents vont commencer à procéder à de l'exorcisme par plusieurs prêtres. Mais les prêtres refusent, car pour faire de l'exorcisme, il fallait que la personne réponde à des caractéristiques bien spécifiques, selon le rituel romain. Les personnes doivent parler une langue morte ou les comprendre, connaître des faits cachés et bien sûr un décuplement de force. Un prêtre va cependant accepter. En 1974, Anneliese commence alors à insulter sa famille, à les battre, à les mordre et ne voulait pas s'alimenter. Par ailleurs, elle pouvait faire des choses parfaitement normales comme dormir sur le sol, hurler 24 heures ou briser des crucifix ou détruire des peintures qui représentent Jésus. Bref, une crise d'épilepsie toujours aussi normale. Et en 1975, l'archevêque autorise un exorcisme fondé sur le rituel romain. Le curé va annoncer qu'elle était bel et bien possédée, non pas par un, mais plusieurs démons qu'il fallait libérer. À partir de 1975, elle fait un ou plusieurs séances d'exorcisme par semaine. Parfois, il fallait même 3 hommes pour la maîtriser pendant ses crises. Elle a pu retourner à l'école et vivre normalement juste après. Mais les crises revenaient de plus en plus souvent et elle était paralysée et inconsciente à chaque fois. Cela lui provoquait une rupture au niveau des genoux. Il existe par ailleurs plus de 40 cassettes de ces séances d'exorcisme. La dernière date du 30 juin 1976. À ce stade de sa vie, elle souffre d'une pneumonie et elle avait le visage émacié et souffrait d'une grande fièvre. Et elle meurt le lendemain dû à une malnutrition et de déshydratation selon une autopsie. Ce qui est sûr, c'est que les parents et les prêtres chargés d'exorciser sont inculpés d'avoir négligé sa santé et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Fait intéressant, dans les audios des cassettes, les prêtres affirment entendre 2 démons qui se disputent pour savoir qui des deux sortira en premier. Je tiens à préciser que cette histoire a inspiré l'un des plus grands films de l'horreur qui a bercé et créé un genre entier nommé l'exorcisme et qui maintenant berce l'entièreté des films de l'horreur. C'est une histoire parfaitement vraie étant donné que ces cassettes existent bien. Je vous montrer plein d'extraits pour les questions de droit d'auteur, mais je vous invite à regarder sur YouTube, c'est extrêmement flippant. Bien, passons du coup à la deuxième histoire nommée
la poupée Robert. Et alors celle-là, elle est flippante. Robert Eugène Otto est un petit garçon qui, en 1609, reçoit une poupée par un servant connu pour avoir pratiqué de la magie noire et le vaudou, et qui veut d'ailleurs venger sa famille qui n'était pas très sympa avec les serviteurs, bien évidemment. Le garçon était très attaché à la poupée et lui donna son prénom, Robert. Les parents commencent à voir Eugène parler avec sa poupée et se dire qu'il avait beaucoup d'imagination, car on attendait une voix différente lui répondre « Oui ». Au fil du temps, les voix se font remplacer par des cris, le petit garçon était terrorisé, des objets étaient cassés et Eugène affirme que c'était la faute de la poupée et même les voisins affirment que la poupée passait de fenêtre en fenêtre quand la personne était à la maison et la poupée se déplaçait seule. Et bien évidemment que d'autres choses étranges se passèrent, les parents décidèrent de la foutre au grenier. C'est ciao. Merci Squeezie pour la référence. Eugène était très attaché à sa poupée, qu'il était comme possédé en sa présence et son expression, son regard et attitude changeaient. Eugène grandit avec la poupée, épousa sa femme et qui n'aimait pas la poupée. Alors Eugène va décider de foutre la poupée dans son grenier en aménageant tout simplement le grenier de façon à ce que la poupée soit épouse dans un Airbnb de 50 mètres carrés. Beaucoup de témoignages disent avoir entendu des bruits venant du grenier et souvent avoir aperçu la poupée derrière la fenêtre et la voir danser. Elle tapait son meilleur flush, c'était normal. Eugène commence à changer et devenir violent au point où il tape les meubles, casse des objets, mais il redevient normal, comme si la poupée était possédée. Enfin, plus précisément que la poupée le possédait. Même des rires diaboliques furent entendus de la bouche de la poupée, laissant prétendre que Eugène était saint d'esprit et seulement possédé par la poupée. Seulement. Mais Eugène tombe gravement malade et aucun médecin ne savait de quoi. Donc du coup, il s'enferma dans sa chambre avec la poupée et meurt. Sa femme décide alors de vendre la poupée avec la maison parce qu'elle en avait littéralement marre. La famille qui s'y installe récupère alors la poupée et la donne à leur enfant qui cria en pensant que la poupée avait bougé et l'avait attaqué du lit. Aujourd'hui, la poupée est au musée Fort East Martello dans une seule et même pièce et des employés affirment que la poupée est bel et bien possédée et que parfois elle change de position toute seule et frappe la vitre. Les appareils électroniques par ailleurs cessent de fonctionner à l'approche de la poupée. Passons maintenant à l'histoire numéro 3, cette histoire je l'ai écrite, je l'ai plutôt contée, vous comprendrez très simplement pourquoi. Tout commence dans le campus de Townhill en Géorgie en Amérique. Elle commence avec Jack, Melina et Adrien, 3 lycéens du campus du lycée Ashton. Un soir un peu arrosé, les 3 amis partent de la soirée d'intégration à 3 et vont vouloir rentrer dans leur internat. Au moment, Adrien va voir un placard de la conciergerie et décide tout simplement de l'ouvrir. Étant complètement stone, les 2 amis continuent leur chemin jusqu'au moment où Adrien disparaît sans laisser de traces. Jack va découvrir le placard et ne voit rien, juste des affaires de nettoyage et 2-3 bricoles. Bref, Adrien a complètement disparu. Jack et Nina sont complètement à la ramasse, alors du coup, ils vont décider de retourner à leur chambre d'internat, se reposer, et avec un peu de chance, Adrien sera de retour. Le jour suivant, Jack va du coup demander, en fait, tout simplement à ses amis, si Adrien est revenu dans sa chambre, sauf que personne ne sait où il est, qu'est-ce qu'il a fait durant la soirée. Aucun ne leur répond, et du coup, Jack décide de toquer à la porte de sa chambre et Noah, son coloc, qui ouvre et qui non plus ne l'a pas vu. Jack décide de retourner auprès de l'armoire de la veille et en rappelant vaguement des événements avec la grosse gueule de bois qu'il a. Et en ouvrant la porte, il voit Adrien encastré dans l'armoire. En pensant qu'il est endormi, il décide d'appeler Noah et du coup de le rapporter à sa chambre. 3 heures plus tard, Adrien n'a toujours pas donné de signe de vie, donc le directeur du campus décide d'appeler le personnel médical pour essayer de l'aider.
Jack va en fait se rendre compte que Adrien a quelque chose de bizarre et en regardant de plus près, il découvre que Adrien a perdu ses narines. Un membre du personnel médical arrive et le constat est simple. Adrien a les lèvres scellées, la peau étant très pâle, il est considéré comme sans bouche. De plus, il n'a plus ses pupilles et bien évidemment, il est mort. La police décide de mener plusieurs enquêtes et découvre qu'une certaine manip de la porte de la mort où on peut découvrir un escalier secret qui mènerait vers un ancien sous-sol du campus. Jack va donc être interrogé et c'est pareil pour Melina puisqu'on parle quand même de leur pote qui est mort, du coup une enquête a été faite. Un policier du nom de Martin Lloyd va aller explorer l'escalier et de son exploration, il comprend qu'il ne fait que descendre indéfiniment dans une boucle et en pensant halluciner, il voit un visage sans pupille, ni bouche, ni nez. Depuis, on n'a plus de nouvelles de Martin, il est donc considéré comme mort selon les rapports. Jack et Mina vont quitter le campus et le directeur va appeler une étrange fondation nommée SCP ou Sécurité, Contenir et Protéger. La fondation va donc nommer cet escalier un petit peu étrange le SCP-87. Et ils vont effectuer plusieurs opérations qui n'ont aucun succès et au contraire créent plusieurs disparitions du personnel, du campus et de leurs employés. En voulant contenir le SCP-87, ils renforcent la porte secrète et le campus est reconstruit dans un endroit pour éviter de perdre plus de 197 victimes. Passons du coup à la dernière histoire nommée la question fatidique, une histoire de légende japonaise. Warning, l'histoire qui va suivre est une histoire extrêmement flippante, alors si vous n'aimez pas les histoires proches du réel, veuillez s'il vous plaît vous munir d'une arme de type croix du Christ, épée ou encore fusil de chasse, voire minigun au cas où. De plus, étant donné que juste voir l'image me fait extrêmement bader, je vais remplacer l'image par un chien déguisé en Joker de Batman. L'époque d'Edo. L'époque des samouraïs. Une époque qui fut marquée par l'histoire la plus badante de l'histoire du Japon, celle de Kushisake Onna. Celle-ci était la plus grosse bombade de l'histoire. Un avion de chasse, le bordel. Non mais sérieusement, c'était la plus belle de la cité. Elle était la concubine d'un samouraï et à chaque fois qu'elle demandera à des enfants la question « Suis-je belle ?» les enfants répondent toujours « oui ». Mais un jour, elle pensa qu'elle pouvait tromper son mari. Le mari la prit et décida tout simplement de la défigurer à coups de sabre en lui coupant en fait littéralement l'ensemble de la mâchoire à partir de la bouche. Et bien évidemment en sortant la phrase « Qui te trouvera belle maintenant ?» Depuis ce jour, elle pose la même et unique question. Quand le brouillard arrive, portant un masque chirurgical et demandant à des enfants et des collégiens « Suis-je belle ?» Là vous avez une chance sur 1 million de vous en sortir vivant. Si vous répondez oui, elle enlève son masque et vous dira « Même comme cela ?» Si vous répondez non à la première question, vous mourrez le visage découpé au ciseau ou à la faux. Si vous répondez oui à la deuxième question, elle vous dira « Si vous me trouvez jolie, je vous en ferai un. » Et là, c'est la même chose. À partir du moment où elle pose la question, vous êtes mort. Dans le futur, la seule réponse valable pour lui échapper sera « Vous êtes ordinaire », vous pourrez aussi vous enfuir plus tard avec une phrase « Vous êtes normal ». Le moment de réflexion qu'elle aura après la question « Vous êtes normal » vous permettra de vous enfuir. D'ailleurs, les deux autres questions, ou tout simplement des autres solutions après cette question, ce serait soit de lui donner des bonbons, soit de lui dire tout simplement « Êtes-vous belle ?» Et ce moment de confusion vous permettra probablement de vous enfuir. Mais en tout cas, je vous éviterai réellement de la voir devant vous, parce que c'est très flippant. Bref, voilà pour la fin de cette vidéo. Je vais changer l'ambiance parce que rien que de lire cette histoire, ça commence à me donner des frissons. Oui, je suis une... Ah, ça fait du mal hein, pour votre écran. On va plutôt mettre du jaune. Vert. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager cette petite vidéo. J'essaie de faire mon mieux pour essayer de vous faire des histoires à peu près flippantes, mais pas trop parce que quand même Halloween, c'est pas... Ouais, non, on ne sait jamais. Il y a pas mal de films d'horreur qui balancent que Halloween à la fin, t'en as 2-3 qui crèvent. Hein. Donc je vais éviter de vous donner un petit peu de mauvais karma, ça serait complètement con, même si ça serait quand même sacrément drôle. Bref, je vous dis à une prochaine, bien évidemment de prochaines vidéos vont arriver, il y a des 5 trucs chiants, je suis en train d'en bosser dessus, bref. Je vais du coup me concentrer un petit peu sur YouTube, donc il y aura peut-être un gros ralentissement, mais vous inquiétez pas, des vidéos making of d'un projet que vous attendez tous.
Je sais que vous l'attendez, mesdames et messieurs, les 6 génies de Herbora. À l'heure où je vous parle, il y a une réunion avec tous les acteurs dans 2 jours. Après ces 2 jours, nous rentrons dans la phase finale de Herbora. J'espère en tout cas que vous êtes chaud parce que ça va être énorme. Je suis trop fier de ce projet et j'espère que vous le serez aussi. Sur ce, je vais mettre ces lunettes steampunk que je kiffe tout autant et vous souhaiter un joyeux Halloween. Allez, tchuss!